Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série sur la gestion de la sécheresse oculaire en pratique privée. Aujourd'hui, on aborde l'étape de l'intégration et c'est avec plaisir que je retrouve mes deux optométristes invités, Francis Néron-Gaudreault et François Piouz. Et j'ai le goût de sauter tout de suite dans le vif du sujet et de vous poser la question centrale de notre épisode. Quels sont les défis que doivent surmonter les optométristes au moment d'intégrer le traitement de la sécheresse oculaire dans votre parcours patient? Ben, écoute, moi, je peux débuter là-dessus, là, mais en fait, c'est probablement là où le nœud se situe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être encore un nombre réduit d'optométristes qui offrent ces services-là? C'est parce que dire, OK, là, maintenant, j'ai décidé de faire ça, là, mais hey, je suis pogné avec ça, moi, là. Là, j'ai ça, là, moi, là. Comment je fais ça au quotidien? Là, je n'avais pas pensé à ça. Moi, ça me prend une assistante qui fait telle chose. Ah, faut que je vende ce traitement-là, mettons. J'ai même pas développé de discours commercial. J'ai-tu une offre commerciale adaptée? L'intégration, c'est la clé. Je l'ai mentionné précédemment dans un épisode précédent, mais tu sais, faire un chèque pour acheter un équipement, il n'y a rien de plus facile. Mais une fois que cet équipement-là est rentré, entre autres, comment on l'intègre, que ce soit un équipement diagnostique ou thérapeutique, il faut s'en servir, il faut l'expliquer aux patients. Si, exemple, je fais des mébographies à mes patients comme dépistage, est-ce que les mébographies sont réellement faites? Est-ce qu'elles sont bien faites? Est-ce qu'elles sont systématiques? Puis est-ce qu'une fois qu'elles sont faites, l'optométriste dans sa salle d'examen, il les utilise, puis qu'il explique aux patients à quoi ça sert, puis pourquoi on prend ces images-là, puis s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des problèmes d'intégration très concrets, c'est-à-dire le temps, par exemple, de pré-test, le temps de chaise. Est-ce que j'ai du personnel suffisamment pour expliquer la condition à mes patients? Puis est-ce que j'ai formé suffisamment? Puis ça s'adresse aussi aux optométristes parce que toi, comme propriétaire, par exemple, Francis, tu peux dire, moi, j'ai décidé que j'allais intégrer ça, mais j'ai 6 optométristes travailleurs autonomes. Ça le tente-tu? Ils vont-tu collaborer? Est-ce que je vais être tout seul à m'occuper de ça parce que les autres vont se dire, ben moi, what's in it for me? Je vais continuer à avoir des patients aux 30 minutes, je vais avoir un revenu de temps. Puis moi, travailler plus fort pour le même salaire, ça ne m'intéresse pas. Ça aussi, ça arrive. Est-ce que tu as eu une certaine résistance de ton côté aussi, Francis, au sein de ton équipe? Écoute, au point de vue employé, staff, l'enjeu principal, tu sais, le staff il embarque, puis je crois même que ça consolide le lien de confiance avec leur employeur ou en tout cas le brand de nos cliniques, dans le sens qu'on offre réellement des solutions à tous nos besoins pour c'est une prise en charge 360. Donc là, le staff embarque 100% là-dedans. L'enjeu est réellement l'éducation ou le training de notre staff pour s'assurer justement que un coup que tu as fait une mémographie en amont lors de l'examen de la vue standard, nous, tous nos patients, la mémographie est proposée d'emblée à partir de l'âge de 12 ans maintenant depuis la pandémie parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes avec des dysfonctions, puis c'est important d'éduquer tôt, mais c'est le côté éducation qui peut faire peur, dire OK, au même titre que les OCT, François l'a très bien dit, là j'ai encore quelque chose de plus à parler dans mon examen de la vue autre que tout le reste qui existait déjà. C'est ce qui fait énormément peur à nos optométristes dans notre groupe puis un peu partout, je te dirais. Là. Puis je parle pour nous, mais il faut qu'on soit capable de fournir du staff de l'autre côté de la porte pour, là, OK, vous avez ça, monsieur, madame ou peu importe notre patient, puis là, qu'est-ce qu'on fait que ça soit expliqué? Oui, tu ouvres la discussion, mais que ça soit continué en dehors de la salle d'examen, sinon on n'y arrivera pas. Ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir de la résistance du côté des optométristes. Ça a été bien exprimé. Au niveau du staff, ça avait l'air plus facile. Hein? Vous disiez qu'il embarquait. Par contre, là, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est roulement de personnel, pénurie de main-d'œuvre. Là, je crois comprendre qu'il peut être pertinent d'embaucher, tu sais, ça a été dit dans un épisode précédent, hein, de dédier quelqu'un, puis selon le nombre de traitements, là, son salaire peut être, ça peut s'autofinancer. Donc là, c'est peut-être plus non plus juste un enjeu financier, mais dans ce manque d'assistants, dans ce manque d'opticiens, comment aujourd'hui un optométriste qui ajoute ce traitement-là peut réussir à bâtir son équipe puis à ajouter des gens aux besoins dans un contexte d'embauche qui est quand même difficile. Le stéréotype de la clinique d'optométrie, tout le monde la connaît quand même pas mal, mais on a enfin l'option de sortir notre staff de leur routine qui peut devenir plate avec toujours un enjeu, un défi de dépassement de soi, se garder
up-to-date au point de vue des nouveaux traitements. On va changer nos protocoles, on va changer notre façon de faire. Il y a une meilleure interaction. Tu sais, le côté professionnel du conseiller, je parle pas de l'optométriste, mais des employés, même de nos réceptionnistes, nos personnes qui prennent l'appel au téléphone, tu sais, les gens appellent pour poser des questions aussi. Donc, je crois juste que ça va nous aider à garder des employés puis d'aller en chercher certains de d'autres cliniques ou de d'autres domaines parce que, OK, enfin, je m'implique plus puis je ne suis plus un simple ou une simple assistant ou assistante, là. Mais tu l'as dit, moi, c'est de même que je l'approche, en tout cas, nos équipiers, là, je leur dis maintenant, vous êtes des professionnels. C'est juste qu'il n'y a pas d'ordre professionnel comme assistant optométriste officiellement ou tu sais, on appelle ça nous autres des hygiénistes, mais tu sais, un assistant en sécheresse oculaire, des assistantes en sécheresse oculaire, mais moi, je leur dis, maintenant, tu es une professionnelle, tu es un professionnel dans ça. Puis de les encourager là-dedans, on les amène, comme je vous dis, en formation, puis ils viennent apprendre, mais ils viennent aussi valider. On va dire, bon, ben ce que mon employeur me demande de faire, là, c'est réel. Il y a d'autres mondes qui font ça dans le pays, là, ou en Amérique du Nord. On n'est pas seul. On suit les standards de soins et les gens vont aller s'enrichir de ça. Ils sont contents de dire, ben moi, je me développe une carrière dans ça pour les garder là-dedans, les motiver. On peut avoir même des incitatifs financiers lorsqu'il y a des objectifs qui sont atteints. Ces gens-là peuvent, à ce moment-là, avoir un retour aussi. Ils ne vont pas juste dire, moi, je fais juste travailler plus fort, là. Il y a quelque chose pour moi au bout de la ligne quand je performe. Ben, c'est des stratégies, ça, au niveau de l'intégration, qui vont aider à avoir du succès. Puis le succès engendre le succès. Même aussi, ce que je vais rajouter là-dessus, quand nous, on a des employés formés à différents niveaux, dépendamment s'ils ont juste l'hygiène de base à expliquer ou quand on rentre plus dans les traitements plus approfondis. Puis régulièrement, quand on forme un employé de plus pour être juste plus efficient parce que tel employé est occupé, parce qu'elle a fait d'autres choses, elle a fait un choix lunettes ou tu sais, ce qu'on veut, le but, c'est que le patient, quand il rentre, il est pris en charge puis que le moins de temps d'attente. Il y a une notion de convaincre dans un contexte où, comme je disais tantôt, manque d'assistants, manque d'opticiens. Est-ce qu'il y a une partie du processus qui peut être donnée à un employé qui n'a pas nécessairement une formation en optométrie ou en optique? Est-ce qu'on peut aller chercher un vendeur? Notre hygiéniste principal à Québec, qui est le plus performant, je suis copropriétaire de 4 cliniques, puis c'est de loin notre meilleur assistant, puis il vendait des souliers dans un Brown, si je ne me trompe pas, là. Puis quelque part, c'est presque même un facteur positif parce que des fois, les gens de l'industrie ont des idées préconçues, puis des préjugés, puis disent, ben ouais, mais là, je ne peux pas y parler de ça parce que ça. Ben non, les gens qui arrivent de la vente, ils vont dire, ben écoute, voici le plan de traitement tel que Dr Godreau, exemple, a prescrit aux patients. Ben voici, c'est sans égard au prix, ce que ça représente, c'est ce que vous devriez avoir. Parce que, tu sais, les gens qui sont assis dans votre salle d'examen ou dans vos cliniques sont intéressés. Donc, puis ils veulent des solutions, puis le budget de tout le monde n'est pas nécessairement le même, mais proposez toujours qu'est-ce que vous feriez pour vous, puis le membre de votre famille. Moi, c'est ce que je dis. Si c'était moi ou c'était ma famille, je ferais ça, 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 indépendamment du coût. Après ça, je suis conscient qu'il peut y avoir un enjeu financier pour vous, mais faites que, le minimum à faire présentement, c'est ça. Puis après ça, le meilleur, comme François dit, François dit souvent good, better, best, mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant que vous puissiez le faire tel traitement? Ben, les gens vont dire, OK, ben, si je ne le fais pas cette année, je vais le faire l'année prochaine. Ça a été quoi l'impact concret sur le parcours patient, mais du côté patient? Bien, en fait, deux choses. Oui, au départ, faut accepter qu'il va y avoir des choses qui vont accrocher. Quand tu embarques dans le mode changement, implicitement, tu acceptes qu'il y a des choses qui vont être différentes, qui vont peut-être pas marcher comme tu pensais. Ça, il faut se donner. Puis les optométristes, on n'est pas très bons pour ça, là. Ils n'aiment pas se tromper. On est habitués, nous autres, moi je réfracte, puis là j'ai le cylindre à tel axe, telle puissance, puis ça marche. Mais là tu es dans le domaine de l'intégration du changement auprès des êtres humains. Il y a des choses qui sont imparfaites. Donc ça fait partie, premièrement, de dire, donnez-vous la chance d'avoir des échecs, puis apprenez de vos échecs. Comme ils disent en anglais, fail often, fail early. C'est bien mieux de te tromper au début de ta courbe d'apprentissage, puis de corriger.
Fiez-vous aux protocoles qui ont été montés par plein d'autres professionnels. Là, on n'est plus dans le début de la courbe. Là, ça fait 15 ans que c'est intégré. Il y a plein de protocoles déjà montés qui aident à avoir un processus qui est moins lourd. Ça prend de la formation. Encore là, déléguer le plus possible. De ton côté, Francis, là, comment c'est intégré dans ton parcours patient? Ben, le côté prise de rendez-vous au téléphone, les gens qui appellent, tout ça sont avisés effectivement que selon le tranche d'âge, que ce soit pour une évaluation de sécheresse oculaire ou n'importe quel autre type de rendez-vous, là, le temps investi par patient ne sera pas nécessairement le même selon le besoin, mais au téléphone, c'est ce qui va être, c'est très, très important d'expliquer. Nous, chez nous, c'est comme ça. Vous avez tel âge, on a besoin de tel test. Vous venez pour tel examen, on a besoin de tel test. Nous, on les fait arriver systématiquement d'avance, dépendamment de l'âge puis des tests à faire. Donc, tout est fait avant pour que dans l'horaire de l'optométriste, nous, on sait que si le patient il était à 10 heures, ben, il va arriver à 10 heures dans sa salle d'examen avec tous les tests faits. Bien que l'intégration soit un réel défi, là, vous démontrez qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être posées pour la gérer. Mais si on revient aux optométristes là, spécifiquement, est-ce qu'à cette étape-là aussi, il y a d'autres outils qui sont disponibles pour faciliter l'intégration au sein même de l'examen? Il y a une autre chose que les gens, il faut qu'ils utilisent, maintenant qu'on revient spécifiquement pour la sécheresse oculaire, on parle des protocoles, mais il y a aussi ce que les gens vont dire, mais c'est compliqué de traiter de la sécheresse oculaire, mais on a tellement des algorithmes qui sont faits que, je veux dire, tu as juste à lire pour répondre aux questions toi-même de est-ce qu'il y a ça? Oui, non, tu t'en vas là, puis après ça, tu es capable de diagnostiquer la majorité des cas. Encore là, il y a des exceptions, mais le bon type de sécheresse oculaire, puis qu'est-ce qui devrait être fait quelle option qu'il y a pour ce type-là. Fait que, c'est relativement simple. Si on parle à des optométristes qui sont un peu plus cartésiens, qui sont habitués de placer des chiffres dans un carré et de faire une prescription. Mais c'est un peu ça. Là, on tombe plus du côté médical, médecin, qui peut faire peur un peu dans certains gens, au même titre que ces optométristes-là souvent ne feront pas entamer de traitement de glaucome ou de pathologie oculaire. Mais la recette au bout de la ligne se ressemble pas mal tout le temps, là. Puis même, moi, je rajouterais à ça, tu as 100% raison, parce qu'à un moment donné, quand tu as atteint un certain niveau, là, c'est des templates, tu dis dans ta tête, bien là, ça, c'est par exemple une sécheresse évaporative modérée, voici le plan de traitement, puis je ne suis pas en train de réinventer la roue à toutes les fois. Sans grande surprise, on constate que l'intégration de ce nouveau service-là amène son lot de défis. Par contre, ce qui est rassurant en vous écoutant, c'est qu'on constate qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être prises pour rendre cette intégration-là plus fluide. Alors, j'invite les optométristes à se joindre à nous pour le prochain et dernier épisode de la série où on va parler des impacts à long terme d'intégrer ce service-là à la pratique. On va se parler un peu de marketing, de promotion, puis aussi des indicateurs clés de performance, donc nos fameux KPI, les chiffres qui sont pertinents de regarder et de suivre pour s'assurer de la rentabilité du projet. Je remercie les optométristes qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et je vous dis à bientôt.